Bonjour, donc bienvenue à ce nouveau webinaire. Donc on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte et puis on démarre d'ici 2-3 minutes. Merci, à tout de suite. Bonjour à tout le monde. Donc merci d'être présent aujourd'hui pour ce nouveau webinaire donc Out of the Box, le numéro 3 de la série. Donc je suis Alexandre Grenier, CEO et cofondateur de Workello, et donc je suis accompagné aujourd'hui de Eugénie qui va mener ce débat autour du thème donc comment réenchanter la vie en entreprise. Et donc pour cet événement, nous avons l'honneur de recevoir Séverine Loureiro, donc psychologue du travail. Bonjour Séverine. Bonjour. Et également auteur de différents ouvrages sur le sujet, donc avec un partage d'expertise aujourd'hui à travers ce webinaire. Donc la série Out of the Box de notre côté, donc côté Workello, l'objectif c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit sur différents sujets, évidemment autour des RH, mais avec des personnes d'horizons vraiment différentes. Donc sur les dernières versions, on a reçu par exemple Marc Lièvremont, ancien sélectionneur du 15 de France. Voilà, l'objectif aujourd'hui à travers la rencontre avec Séverine, c'est de parler du thème comment réenchanter la vie en entreprise. Ce webinaire est organisé en partenariat avec HR Voice, média RH, et de notre côté, donc Workello, on a un outil qui permet de faciliter tous les moments clés du collaborateur en entreprise, de son arrivée, mobilité, vie en entreprise et également son départ. Voilà, donc fini sur la promotion de Workello. L'objectif maintenant aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment ce thème-là et de vous ouvrir l'esprit sur ce sujet. Donc je vais laisser la parole à Eugénie qui va prendre le relais et Séverine évidemment qui va intervenir sur ce sujet de réenchantement de la vie en entreprise. Très bien, merci Alexandre. Bonjour à tous, bonjour Séverine. Donc je m'appelle Eugénie Collin, je suis responsable contenu chez Workello. Donc merci beaucoup Séverine d'être avec nous aujourd'hui pour parler de vos convictions sur la place de la psychologie du travail au sein des RH en cette période de transition entre le télétravail généralisé et le retour au bureau. Donc pour vous présenter Séverine, vous êtes psychologue du travail de formation, vous êtes aussi responsable expérience collaborateur en entreprise et enfin vous êtes l'auteur de 2 ouvrages. Le premier, Booster l'expérience collaborateur qui est paru chez Erol en 2018 et très récemment, un second livre, Le droit à l'erreur, paru chez Duno en juin 2021. Et dans ce livre, vous défendez que les bons collaborateurs font des erreurs et les bonnes entreprises le permettent. Donc, vous défendez finalement un certain changement de paradigme dans les pratiques RH et managériales. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc, comment réenchanter la vie en entreprise ? Depuis plusieurs années déjà, on voit de nouvelles tendances bouleverser le marché du travail, notamment la montée en puissance des travailleurs freelance. Donc en 2018, il y avait, les travailleurs freelance indépendants représentaient à peu près 12% des emplois. Il y a aussi l'arrivée des millennials sur le marché du travail qui vient bousculer un peu les choses, la multiplication des contrats courts, etc. Et la pandémie a aussi mis en lumière d'autres tendances de fond, notamment le fait que les attentes des collaborateurs vis-à-vis de leur employeur sont de plus en plus fortes en termes de RSE, en termes de bien-être au travail notamment. Et on remarque aussi une vraie recherche de sens au travail de la part des collaborateurs. Évidemment, l'avènement du télétravail a donné à beaucoup de collaborateurs un désir d'une plus grande flexibilité dans l'organisation de leur vie privée et de leur vie professionnelle.
Bref, aujourd'hui, on sent que les entreprises cherchent un nouveau modèle et c'est souvent aux équipes RH que revient ce sujet qui est parfois considéré comme un fardeau, mais qui est en fait une formidable opportunité de se réinventer et de remettre le H de humain vraiment au cœur des RH. Donc Séverine, comment est-ce que vous envisagez ce réenchantement de la vie en entreprise dans ce contexte de retour au bureau et de recherche d'un mode de travail hybride ? Alors déjà, bonjour à tous, merci pour l'invitation à Workelo et merci pour l'introduction. Moi, je pense que dans un contexte de travail hybride, le réenchantement passera par la compréhension par les entreprises et par les DRH que hybridation veut dire personnalisation. Moi, j'en suis à peu près persuadée, c'est-à-dire que toutes les organisations qui vont chercher, c'est un peu ce qu'on voit actuellement dans quelques entreprises, toutes les organisations qui vont chercher à calquer l'organisation traditionnelle sur le travail hybride et donc à faire entrer un carré dans un rond. Là, on est à contre-courant de ce que je pense être du réenchantement. En revanche, toutes les entreprises qui vont avoir compris que dans l'hybridation, il y a en fait le lâcher-prise et la marge de manœuvre laissée aux collaborateurs pour s'organiser en fonction de son propre rythme, celles-ci vont aller dans ce sens de réenchantement et de simplification et de meilleure adaptation aux besoins et aux motivations de leurs collaborateurs. Je m'explique, ça ne va pas être facile, hein, notamment pour les managers, mais pour être plus concrète, au sein d'une même équipe, on a déjà, et on le constate tous, au sein d'une même équipe, des rythmes différents. Quand on est au bureau, là, quand on est en présentiel, on va et on est dans une organisation classique qu'on a connue avant. Mais en revanche, quand on est chez nous et en télétravail, et donc c'est là qu'intervient l'hybridation, hein, c'est cette conjugaison présentielle et distancielle. Mais quand on est chez nous en télétravail, là, on a des rythmes complètement différents. On peut très bien préférer être du matin et travailler très tôt. Les siesteurs, ceux qui aiment faire la sieste, il n'y a plus rien qui va les empêcher de faire leur petite sieste après déjeuner avant leur réunion de 14h30. Ceux qui vont plutôt préférer travailler plus tard le soir ou aller prendre l'air, faire un tour en forêt pour s'aérer un peu, s'oxygéner en fin de matinée entre deux réunions, ça va être possible. C'est possible aujourd'hui. Ça, c'est un mode de travail que moi j'appelle calqué sur le rythme de chacun. Chacun va pouvoir organiser sa journée. Sauf qu'au sein d'une même équipe, si on prend une équipe de 5 personnes, on va donc avoir 5 façons de s'organiser différentes en fonction de chacun. Et c'est en acceptant ça, et encore une fois, hein, c'est pas Yaka Faucon, ça va être assez compliqué d'un point de vue managérial de réussir à faire du collectif et de garder de la ritualisation d'équipe en prenant ça en compte, mais c'est dans cette conjugaison-là de la personnalisation en hybride et du collectif en présentiel que va s'inscrire, selon moi, un vrai réenchantement permis par l'hybridation du travail et que ça va impacter positivement l'expérience collaborateur. Mais ça signifie vraiment un lâcher-prise de la part du management et des organisations et des entreprises qui vont devoir accepter de ne plus pouvoir réglementer un rythme quand le collaborateur n'est plus en entreprise. On ne peut pas imposer un règlement intérieur qu'on a dans nos locaux, dans nos bureaux. On ne va pas pouvoir l'imposer chez les collaborateurs chez eux. On ne va pas pouvoir leur imposer des pauses déjeuner de midi à 12h45. On ne va pas pouvoir leur imposer de ne pas vapoter dans leur cuisine devant leur PC s'ils en ont envie. Enfin, voilà, le règlement intérieur, par exemple, c'est qu'un exemple, mais un exemple très concret, va pas pouvoir s'adapter et on va pas non plus pouvoir forcer une organisation tradie dans ces contextes et ces environnements de travail qui vont être très personnels quand le collaborateur sera chez lui. Et moi, j'ai la conviction que c'est vraiment dans l'hybridation du travail le plus difficile à gérer pour les entreprises, qui va être le plus difficile à gérer pour les entreprises, mais aussi la source de réenchantement, le gisement de réenchantement pour les collaborateurs et pour leur expérience en interne. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, en termes de management, ça va être compliqué finalement de changer ces pratiques. Et d'après vous,
comment convaincre en fait les managers, mettons un manager d'une équipe de 5 personnes, voilà, d'adapter ses pratiques et d'adopter cette posture de lâcher prise envers ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a aussi une problématique du coup de confiance aussi envers les collaborateurs? Donc, comment les convaincre de mettre en place ces nouvelles pratiques? Alors, la confiance, elle est sous-jacente et prérequis à toute relation de travail à distance, hein, clairement. Elle l'était déjà avant et elle l'est multipliée maintenant et elle le sera encore plus demain puisque l'hybridation va rentrer complètement dans les mœurs et l'organisation du travail. Comment les convaincre? Alors, en fait, il y a un travail de fond culturel sur cette notion de confiance et d'efficacité et de productivité de son équipe à constater qui n'est pas… on a eu plusieurs études pendant les confinements qui ont démontré que la productivité et l'efficacité des équipes n'étaient pas impactées négativement, voire au contraire quand les équipes étaient en télétravail. Mais c'est totalement logique. Si quelqu'un si on donne à quelqu'un la possibilité de travailler dans un contexte qu'il maîtrise et qui est au plus proche de ses besoins, forcément il est plus efficace, il est moins contraint. Donc ça va passer effectivement par une pédagogie en interne de la part de l'entreprise. Du constat aussi des managers qui vont aussi avoir besoin, pour les plus réticents, de voir, de constater que ça fonctionne. Et après, il y a un vrai travail d'accompagnement des managers pour les aider à continuer de créer du lien, de conserver du collectif, malgré cette distanciation et cette… asynchronisation du travail, puisque les équipes travailleront plus, elles seront plus forcément, tout le monde sera plus forcément devant son ordinateur sur les mêmes plages horaires, en train de faire la même chose, de travailler sur le même mode. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va se décréter, c'est des habitudes à changer, et donc il faut que les entreprises accompagnent leurs managers sur ces deux pans-là, l'aspect culturel et cette notion de confiance à vraiment asseoir et à solidifier, et puis l'accompagnement sur le comment du concret, comment je ritualise et comment je continue de créer du collectif. Donc là, c'est de l'outillage, c'est des moyens, c'est peut-être du coaching des managers. Enfin voilà, il y a deux pans à adresser de la part des entreprises sur cette question. Et réenchanter la vie en entreprise, est-ce que ça passerait pas aussi par un nouveau regard porté sur la carrière, et est-ce qu'il serait pas temps de penser plus en termes de parcours de vie plutôt que de gestion de carrière? Oui, alors dans l'expérience collaborateur, c'est déjà le cas. Toute entreprise qui a cherché ces derniers mois ou dernières années à adresser et à améliorer l'expérience que vivent les collaborateurs de leur organisation, ont compris que c'était une démarche globale. Parce que l'expérience collaborateur, c'est une succession c'est la somme des perceptions dans une succession des moments clés du collaborateur tout au long de son parcours dans l'entreprise. Donc, c'est plus un raisonnement carrière poste, collé à un poste, c'est un raisonnement parcours global. Donc, c'est pas forcément juste dans une évolution ou dans une acquisition de compétences, c'est aussi dans ses interactions au quotidien avec l'entreprise, avec les collègues, avec le management, l'adéquation avec les valeurs qui sont proposées par l'entreprise, avec sa raison d'être, et tout ça vient nourrir l'expérience globale du collaborateur. Donc, dans l'expérience collaborateur, on est déjà dans cette notion de globalité du parcours. Et clairement, quand on raisonnait carrière, gestion de carrière, on raisonnait moment clé pro. Quand on raisonne expérience collaborateur, on raisonne moment clé tout court pour le collaborateur. Et donc, ça peut être des moments clés pro et des moments clés de vie ou des moments clés perso qui viennent aussi impacter le quotidien des collaborateurs, et que dans cette démarche globale, on est obligé de considérer quand on est un dirigeant qui souhaite améliorer l'expérience globale que vivent ses collaborateurs. Tout à fait. En parallèle, pour continuer, je vous envoie à tous les participants un petit sondage
Je vous laisse donc répondre à la question. Pensez-vous qu'accompagner les collaborateurs au niveau personnel, au niveau de la santé mentale, de la parentalité, etc., est désormais une prérogative légitime de l'entreprise? Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. On reviendra sur les résultats. Et en parallèle, Séverine, donc on a vu en 2021 que LVMH lançait un fonds pour soutenir ses collaborateurs sur le plan personnel, notamment grâce à un accompagnement psychologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce genre de démarche est désormais attendu par les collaborateurs? Alors, j'ai voté au sondage, je ne sais pas si j'avais le droit, tant pis. Alors, effectivement, on l'a vu, il y a plusieurs entreprises, il y a de nombreuses entreprises pendant le premier confinement qui ont mis en place des démarches d'accompagnement psychologique de leurs collaborateurs. Et là, comme LVMH, certaines continuent ce dispositif, continuent la mise en place de ce dispositif pour permettre aux collaborateurs d'alléger un peu, on parle de charge mentale, ou pour les aider, les accompagner dans des moments un peu difficiles qu'ils auraient à vivre au quotidien. Tout dispositif, pour répondre à la question très directement, qui était est-ce que c'est voulu par les collaborateurs ou attendu, je ne sais plus quel était le terme, tout dispositif qui va contribuer à fluidifier, simplifier, accompagner le collaborateur dans des moments ou des décisions de sa vie pro et perso, tout dispositif permettant cela sera perçu comme positif par le collaborateur. Et entre ce pro-perso sur lequel avant on avait un peu du mal à aller, on n'osait pas quand on était manager ou DRH, on avait peur de peut-être empiéter un peu trop sur la vie perso des collaborateurs en leur proposant des dispositifs qui sortaient un peu trop du cadre pro. Il y avait ça aussi, il y avait cette crainte des entreprises. C'est pas qu'elles voyaient pas l'intérêt de le faire. Pour certaines, elles craignaient de peut-être empiéter trop ou franchir une frontière pour le collaborateur qui n'était pas forcément admissible. Je pense que cette question aujourd'hui, elle n'existe quasi plus. On parlait déjà beaucoup de blurring. Le blurring, c'est le fait de flouter la frontière entre pro-perso, entre intérieur et extérieur de l'entreprise. Depuis 1 an et demi, on est en plein blurring, on est en plein blur, on est en brouillard complet. Quand on est chez nous et qu'on travaille en télétravail depuis quasiment, quand on a été à 100% pendant une année, là, il n'y avait plus de frontières. Donc déjà, cette frontière tendait à disparaître de plus en plus dès lors qu'on était équipé de smartphones pour voir nos mails partout. Dans le métro, sur notre trajet, ou bien pendant nos congés, ou un week-end pour récupérer un doc, qu'on se connectait, dès lors qu'on avait les outils pour se connecter à notre environnement de travail, alors qu'on était en situation perso, la frontière, elle commençait déjà à déjà bien se brouiller. Aujourd'hui, elle n'existe quasiment plus. Donc, cette réticence que pouvaient avoir les entreprises de mettre en place des dispositifs qui peut-être concernaient trop le perso et on craignait un peu d'être envahissant sur la vie et l'environnement perso des collaborateurs. Selon moi, c'est plus une question à se poser pour les entreprises. Donc maintenant, la question à se poser, elle est plutôt de l'ordre: quelle valeur je peux apporter à mes collaborateurs, comment je peux les aider sur ce parcours global qu'on évoquait juste avant. Donc comment je peux les aider quand ils sont dans leur environnement de travail, dans mon entreprise, mais aussi peut-être face à des décisions ou des événements qui seraient en train de vivre en dehors de l'entreprise, mais qui, il faut avoir conscience de cela, qui forcément ont un impact sur le quotidien des collaborateurs. Les collaborateurs qui vivent un moment heureux ou moins heureux, un moment heureux, je ne sais pas, ça peut être la naissance d'un enfant ou un déménagement, c'est des événements de vie qui viennent quand même souvent avoir un impact sur le quotidien du collaborateur, qui peut avoir plus de mal à se concentrer, qui peut avoir beaucoup de choses en tête qui rendent son action au travail plus emmêlée ou avec plus de parasites extérieurs. Ça, c'est des situations qui, aujourd'hui, encore plus quand on est chez nous face à notre PC pro en train de travailler, sont notre quotidien. Et donc, si l'entreprise peut apporter une valeur aux collaborateurs pour l'aider à mieux gérer ces situations-là, évidemment, elles seront
toutes les initiatives dans ce sens-là seront considérées positivement par le collaborateur et viendront alimenter positivement son expérience au sein de l'entreprise. Donc, je pense que effectivement l'initiative de l'EMH va dans le sens de l'histoire et qu'on devrait en voir de plus en plus apparaître et popper au sein de nos entreprises. Effectivement, c'est confirmé par les résultats du sondage, donc merci d'avoir participé. 91% d'entre vous pensent effectivement que accompagner les collaborateurs sur le niveau personnel, c'est effectivement une prérogative légitime de l'entreprise aujourd'hui. Et ce qui veut dire que l'entreprise finalement élargit son périmètre d'action sur la vie personnelle des collaborateurs. Et du coup, en quoi la psychologie du travail peut-elle aider dans ce processus à la fois d'accompagnement, disons, de la vie personnelle, mais aussi pour contribuer à ce réenchantement de la vie en entreprise? Alors, le sujet premier de la psychologie, c'est l'individu. Et le sujet de la psychologie au travail, c'est l'individu en situation de travail. Donc, de par sa nature, la discipline psychologie du travail porte sur l'adaptation de l'individu à son environnement de travail et la compréhension de ses besoins, la compréhension de ses rythmes. Et donc, en ça, c'est un apport très précieux en ce moment, et notamment dans ces bouleversements de nos modes de travail et de nos environnements tels qu'on les a connus. Cette discipline qui est focus sur l'individu dans sa raison même d'être, forcément, apporte un plus dans cette compréhension des besoins, apporte aussi un plus méthodologique. Évidemment, on parle de plus en plus de soft skills, mais ça, les soft skills, c'est pas du tout nouveau en psychologie, hein, ça s'appelait des compétences comportementales depuis toujours. Et un psychologue du travail, il est aguerri et c'est le cœur ça fait partie des piliers de sa discipline que justement de comprendre le collaborateur en situation de travail en dehors de ses compétences métiers, ses expertises et de comprendre ses compétences comportementales et de les projeter dans une organisation. Donc ça, on a ce premier rapport, moi je crois, de la psychologie du travail en ce qui concerne ces composantes comportementales et adaptatives des collaborateurs dans les organisations. Et puis plus globalement, la psychologie du travail, c'est une compréhension, je l'ai dit, des besoins et des motivations. Et donc, c'est un angle empathie. Et l'angle empathie, l'angle on évoquait au tout début le changement de paradigme actuel que demande le travail hybride. Le changement de paradigme de se recentrer sur le collaborateur, il est aussi nécessaire quand on parle d'expérience collaborateur et se recentrer sur le collaborateur, c'est parler d'empathie. Et ça, la psychologie du travail le fait et d'ailleurs, c'est son seul angle, la psychologie, son seul angle, c'est de comprendre l'adaptation qui est en train de vivre un collaborateur ou un individu dans une organisation et comment est-ce que l'organisation peut s'adapter à ses besoins. Donc, dans toutes ces questions expérientielles, qu'elles soient, parce que l'empathie, c'est aussi le nœud pour le marketing de l'expérience client, c'est central dans toutes les démarches de design thinking, du UX design et aussi donc d'expérience collaborateur. Dans tous les champs expérientiels, l'empathie, le focus sur l'individu, la compréhension de ses besoins, la compréhension de ses usages et la compréhension de ses motivations, et donc ce changement de paradigme pour se focus sur lui, sont essentiels également en expérience collaborateur. Et donc, la psychologie du travail peut apporter sa maîtrise de ce sujet, ses démarches, ses outils et cette façon de considérer l'individu comme étant central au sein d'une organisation. Alors, petite pause pour prendre éventuellement vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Je vois que pour l'instant, l'audience est plutôt calme, mais n'hésitez pas. Pour poursuivre, du coup, Séverine, vous dites dans vos articles que les psychologues ont un vrai rôle à jouer dans l'entreprise pour mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Comment envisagez-vous ce rôle concrètement? Quelle devrait être leur place au sein d'une équipe RH?
moi, je pense que la richesse, mais au sein d'une équipe RH, dans toutes les équipes, la richesse, c'est la diversité des profils. Donc, moi, je porte pas du tout le message de dire que les psys devraient, qu'on devrait avoir des équipes, que le recrutement devrait être confié à des psychologues du travail ou que les gestionnaires de carrière devraient être des psychologues. C'est pas tout à fait mon discours. Moi, je suis vraiment pour cette diversité des profils et pour introduire le plus possible de diversité et donc d'avoir aussi des psychologues du travail. C'est de plus en plus le cas actuellement dans les grosses entreprises. C'est vraiment une démarche qui, depuis quelques années, vient en réflexion de la constitution des équipes RH. Moi, quand j'ai commencé à chercher un travail en RH aux sorties de la fac de psycho, c'était pas du tout le cas. Hein. On recrutait beaucoup de profils droit et d'écoles de commerce et très peu de psychologues. Et on a vu, je trouve, on a constaté, je trouve, et notamment en recrutement, parfois dans des cabinets, hein, dans les cabinets de recrutement, où on traitait un peu les profils à recruter comme un portefeuille, un volant d'affaires qu'on avait, et on traitait un peu la chose un peu trop comme des réponses à des besoins clients, en oubliant que derrière, il y avait en fait une adaptation d'un individu à une organisation. Et ça, des psychologues du travail savent très bien le faire. Je l'ai développé juste avant. Donc, selon moi, dans une équipe sortie de cette considération que moi, je pense qu'il faut vraiment diversifier les profils, là où ils vont être le plus valuable, les psychologues du travail, c'est dès le recrutement, hein, clairement, je l'ai évoqué tout à l'heure avec les soft skills, dès le recrutement, et puis dans les questions liées à la GPEC, à la prospective de l'évolution des métiers, des compétences sensibles, comment on projette les compétences d'aujourd'hui dans les besoins de demain du marché ou même de l'évolution de notre organisation. Tout ça, c'est des réflexions que savent mener les psys, et que leur focus, encore une fois, centré individu et adaptation de l'individu à son environnement de travail, que ce focus-là peut vraiment apporter une valeur ajoutée aux réflexions. En revanche, je crois que ce serait une erreur d'avoir des équipes uniquement composées de psy. Et moi, je vais prendre vraiment la diversité des équipes, de toutes les équipes dans tous les services de l'entreprise, et encore plus RH, où on a vu quand même pendant plusieurs années des équipes quasiment uniquement constituées de profils école de commerce. J'ai rien contre les profils école de commerce, mais je trouve qu'il y manquait un peu de cette diversité qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, et je pense que c'est heureux. Tout à fait, c'est vrai que c'est aussi, la diversité fait aussi partie de ces éléments sur lesquels il y a de fortes attentes de la part des collaborateurs. Donc ça doit aussi effectivement se retrouver au sein de la construction des équipes RH. Ouais. Dans l'un de vos articles aussi, vous disiez que si l'on considère que la gestion administrative est le cœur du métier des DRH, alors les DRH n'auront bientôt plus de métier. Donc pour vous, aujourd'hui et dans le futur, quelle sera l'envergure du rôle des RH ? Ouais, alors la phrase que vous citez, on m'a souvent dit qu'elle était provoque. Et alors, vraiment, en toute bonne foi, j'ai beau la retourner dans tous les sens, je ne vois pas où est la provocation. Pour moi, c'est une conviction vraiment premier degré, pour le coup. C'est-à-dire que si en tant que RH, je pense que l'avenir de mon métier, il est dans la gestion, j'ai pas d'avenir métier, parce que tout ce qui est lié à de la gestion administrative et de l'abattement de tâches est en train d'être automatisé. Alors, cette phrase, en plus, elle est ancienne, elle date d'il y a 5 ou 6 ans, donc on était moins dans la digitalisation qu'on l'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on s'en rend peut-être un peu plus compte. Mais avec l'automatisation des tâches en administration dans le recrutement, dans l'administration du personnel, de plus en plus, clairement, tout ce qui est pure gestion risque d'être automatisé, et donc si je pense que c'est ça mon boulot, j'ai plus de boulot demain. Donc moi, ce que je prône en fait, c'est la valeur ajoutée de la RH,
de la trouver ailleurs et de la trouver notamment dans l'accompagnement et le conseil aux managers. On parlait en tout début des freins qu'il va falloir lever pour le management dans le travail hybride. Ça, c'est clairement du travail de la RH et clairement une valeur ajoutée à apporter à l'organisation que de travailler là-dessus. La valeur ajoutée aussi, elle est dans l'accompagnement des collaborateurs, dans ces dispositifs que l'on va mettre en place ou que l'on réfléchit pour accompagner les collaborateurs sur l'intégralité de leur parcours en prenant en compte les moments clés pro et les moments clés perso, tout ce qu'on a évoqué avant. Clairement, elle est aussi là, la valeur ajoutée des RH, qui est de comprendre quels sont les besoins des collaborateurs et comment on peut y répondre avec un accompagnement, avec une réponse adaptée en fait. Et dans cette réponse adaptée, dans la recherche de cette réponse adaptée, on a la valeur ajoutée de la RH parce que ça ne pourra pas être automatisé. Et c'est selon moi vraiment le cœur de métier des ressources humaines, c'est cet accompagnement, ce conseil à tout ce qui constitue ses parties et son environnement, son écosystème, c'est-à-dire la direction, le management et les collaborateurs. Il y a 3 niveaux là de conseil et d'accompagnement à réfléchir et à produire. Et c'est le même raisonnement à avoir dans les process. Par exemple, moi, je constate et j'ai constaté très souvent que souvent, les process RH étaient souvent considérés comme à finalité process, c'est-à-dire même les RH ont parfois du mal à expliquer leur process ou leur dispositif interne au-delà de c'est pour répondre à un KPI qu'on nous demande, ou c'est pour répondre à un reporting, ou c'est pour répondre à une obligation légale de tel chiffre, ou c'est pour répondre… Il y a rarement c'est parce que ça apporte telle valeur aux collaborateurs, ou ce process, in fine, il permet d'apporter ou de faciliter tel travail pour le manager, ou de faciliter tel moment de vie pour le collaborateur. On présente rarement les process comme ça, et je trouve que la RH gagnerait à s'inspirer du marketing à nouveau. Moi, je suis très… je prône vraiment d'aller chercher les bonnes pratiques où elles se trouvent, et même si le marketing est parfois considéré par les ressources humaines comme une discipline où il ne faut pas se mélanger. Le marketing, c'est une finalité commerciale, les RH, c'est une finalité humaine. Je trouve qu'il faut aller chercher les bonnes pratiques et les bonnes façons de faire où elles se trouvent. Et en l'occurrence, le marketing sait faire quelque chose très bien, c'est mettre en avant son offre de service et mettre en avant vendre une offre de service qui est proposée à des clients. Et donc, je pense que les RH devraient s'inspirer de cela et réfléchir leur process à l'aune d'une offre de service RH qui serait vendue à leurs clients internes au pluriel, la direction, le management et les collaborateurs. Donc, comment en tant que RH, ou qu'est-ce qui, dans ma direction RH, constitue une offre de service qui vient apporter une valeur ajoutée, et quelle valeur ajoutée à mes clients internes. Si je suis en capacité, en tant que direction RH, de faire ça, je suis en capacité d'expliquer quelle est ma valeur ajoutée, et là, je sors, pour recoller à la question, je sors de cette vision un peu trop, parfois, qu'on colle aussi au RH, de gestionnaire. Là, je m'inscris en tant qu'apporteur de valeur et offreur de services. C'est un travail que moi, j'ai eu à faire dans plusieurs organisations et qui force vraiment le changement de paradigme, parce qu'on doit considérer chacun des dispositifs RH, chacun des dispositifs managériaux, chaque process, on doit le considérer non pas dans une finalité process, mais dans quelle valeur il va apporter aux collaborateurs. Et là, on est dans ce changement de paradigme et ce changement d'angle que j'évoquais tout à l'heure sur la valeur ajoutée qu'avaient aussi les psychologues du travail à apporter aux entreprises. Et très concrètement, quels conseils vous donneriez aux équipes RH pour produire, entre guillemets, mettre à jour cette offre de service? Est-ce que ça passe par de la personnalisation, de la gestion des moments clés du parcours collaborateur, comme l'intégration, les mobilités, le départ? Très concrètement, si vous pouviez donner quelques exemples que les RH pouvaient utiliser dans leur pratique. Alors, un moment clé,
si je prends l'onboarding que vous avez cité, l'onboarding, c'est une offre de service. C'est déjà, en fait, on est déjà, quand on parle d'onboarding, quand on parle du process onboarding dans sa globalité, on est déjà dans cette logique d'offre de service, puisque un onboarding est constitué de plusieurs process. Il va y avoir, je sais pas, le process d'émission du badge, le process de l'accueil, le process de commande des fournitures de, je sais pas, de son PC, le process de l'entretien d'arrivée que va réaliser un RH, le process d'entretien d'arrivée que va réaliser le manager. Voilà. Donc, quand on réussit à donner du sens à cette somme de process qui, pendant des années, a juste été une somme de process où les services savaient même pas qui faisait quoi. Moi, je m'occupe de ma ligne, j'ai à lui commander des badges, je sais pas ce que font les autres sur leur ligne pour l'arrivée d'un collaborateur. Bon, dès lors qu'on a mis en musique l'ensemble de tous ces process, qu'on les a mis en musique pour formaliser l'onboarding, bah, on est dans cette logique d'offrir un service, on est dans cette logique d'offre de service RH. L'offre de service RH, la valeur ajoutée de la RH ici, c'est justement de mettre en cohérence et en musique tous les process pour arriver à un onboarding réussi. Donc là, la valeur ajoutée pour le manager, c'est de lui faciliter la vie en, je sais pas, produisant une checklist de ce qu'il a à faire quand le collaborateur arrive, de lui mettre des jalons sur à J-15, voilà ce que tu dois déclencher, à J+7, voilà ce qui va se passer, de lui donner aussi une visibilité sur ce que font les autres, le service RH pour son nouvel arrivé, son nouvel arrivant, ce que font les autres services. Donc là, en fait, on a une valeur ajoutée offerte au manager qui est de lui faciliter c'est ce qu'il a à produire et ce qu'il a à faire pour accueillir un nouvel entrant. Évidemment, on a aussi une valeur ajoutée produite pour le nouvel entrant qui est de lui fluidifier, de lui simplifier, de lui déstresser ce moment de l'arrivée et de faire en sorte que tout soit fluide et tout se passe sans friction pendant son intégration. Donc là, dans l'onboarding, on a la réponse à tout ce que j'évoquais avant, de donner du sens à des process, et d'apporter une valeur ajoutée aux contributeurs et aux parties de ce process et aux clients de ce process. Ensuite, juste pour m'arrêter sur les moments clés, il y a quelque chose d'important, parce qu'on parle beaucoup d'onboarding actuellement. Il y a quelque chose qui, moi, commence un petit peu à me questionner, c'est qu'on parle beaucoup de moments clés tout au long du parcours du collaborateur, mais entre les moments clés, il se passe souvent pas grand-chose. Donc, je sais pas, donc on a l'onboarding, peut-être qu'on va avoir un moment clé qui est le moment, le byboarding, comme on dit, c'est-à-dire quand le collaborateur change de poste en interne. Il y a peut-être un autre moment clé qu'on est en train d'adresser dans son entreprise, qui est l'entretien annuel d'évaluation, pourquoi pas. Voilà, donc on a défini comme ça un certain nombre de moments clés. On met en face un certain nombre de process très bien ficelés avec cette valeur ajoutée que j'ai évoquée, cette offre de service RH, super. Sauf que attention à ce que entre les moments clés, il n'y ait pas des gaps où là il ne se passe plus rien pour le collaborateur ou sur son quotidien. Parce qu'en fait, les moments clés dans le parcours d'un collaborateur, je n'ai pas fait la stat et je ne vais pas en dire une parce que je pense que dans le chat, on va me dire oui, non, enfin tout le monde ne va pas être d'accord avec cette stat, mais on pourrait dire l'ensemble, si on calculait l'addition de tous les moments clés que vit un collaborateur sur l'ensemble de son parcours, c'est largement en dessous de 50%. Enfin, son quotidien, le gros du temps qu'il passe avec son entreprise, c'est pas un moment clé, hein. C'est du quotidien. Donc, attention à n'adresser que les moments clés et à ne pas considérer ce qui se passe entre les moments clés dans le quotidien du collaborateur, c'est-à-dire toutes les interactions qu'il vit au quotidien avec son management, avec sa RH, avec son organisation, avec ses collègues, avec les autres services, avec son environnement de travail, parce que c'est ça le gros de son parcours. Il va pas, s'il a vécu 3 moments clés pendant 5 ans au sein de son parcours, au sein d'une entreprise, il a vécu 3 moments clés qui étaient au top, mais entre les moments clés, il a eu une expérience complètement désastreuse. Il va pas se dire à chaque fois bon, mon quotidien ça va pas, on m'écoute pas, je fais des remontées
qu'on ne considère pas. J'estime que j'ai pas les outils pour travailler. Je suis pas informée d'où va la boîte. J'ai pas de vision sur mes objectifs ou sur les objectifs de ma direction. Mais ah là là, qu'est-ce que mon onboarding était super. Non, c'est pas comme ça que raisonne un collaborateur. C'est pas comme ça qu'on raisonne nous-mêmes en fait. Enfin, faut être honnête. Donc, ce qui va marquer le plus son expérience collaborateur, ça risque d'être ce quotidien qui est pas au niveau des moments clés. Je vous livre tout ça, je suis un peu au début de mes réflexions sur ces sujets, parce que j'ai beaucoup porté ces 6 dernières années où j'ai beaucoup réfléchi sur l'expérience collaborateur. J'ai moi-même beaucoup porté l'importance des moments clés, et notamment de l'offboarding, l'offboarding que j'évoquais comme étant un moment clé décisif. Il y a 6 ans, tout le monde me regardait avec des yeux ronds. De quoi tu parles, Séverine? L'offboarding, il est parti. Bon, aujourd'hui, on a pris conscience que c'est un moment clé et ça me ravit. Donc, j'ai beaucoup porté l'importance des moments clés avec cet aspect décisif qu'ils ont sur l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que pour le coup, un moment clé qui se passerait mal va vraiment impacter très directement l'expérience sa perception de son expérience qu'a le collaborateur. En revanche, j'avoue être en plein affre de la réflexion actuelle de moi avec moi-même sur est-ce que en ayant porté ça, on n'encourage pas les entreprises à adresser tous ces moments clés sans s'occuper de ce qui se passe entre les deux, enfin ou entre chacun. Et dans ce cas-là, quid de comment ça vient peut-être impacter négativement l'expérience que vit le collaborateur. Voilà, donc mon conseil que j'aurais à donner au RH, c'est construire des offres de services sur ces moments clés parce qu'ils sont décisifs, mais faire attention à ce que les gaps et la cohérence de l'intégralité du parcours ne soient pas dégradés à certains moments qui sont considérés pas comme des moments clés, mais qui sont peut-être la majorité de ce que vit le collaborateur dans son quotidien. Merci Séverine. Ce que je retiens aussi, c'est effectivement cette nécessité de la personnalisation des parcours, du lâcher-prise pour donner plus de flexibilité aux collaborateurs dans l'organisation de leur travail. Et effectivement, cette nécessité de voir les RH vraiment comme une équipe qui a une valeur ajoutée très forte, à la fois au service des collaborateurs, au service de l'humain, mais finalement aussi au service de la performance de l'entreprise. Et vous utilisez la formule mettre en musique, c'est joliment dit pour parler effectivement des différents process qui doivent être coordonnés sur les moments clés, mais aussi sur le quotidien en entreprise pour donner du sens au parcours, motiver, fédérer les collaborateurs. Écoutez, maintenant, on va prendre donc quelques questions qu'on a reçues dans le chat. Donc à commencer par celle de Mathilde. Alors, selon vos expériences, y a-t-il une réticence des collaborateurs à se diriger vers le psychologue du travail? Et si oui, comment lever ces freins? C'est les mêmes freins qu'un citoyen qui va voir un psychologue tout court. Sachant que le psychologue du travail, il y a peut-être un frein supplémentaire, c'est peut-être ce que Mathilde a en tête, qui est que comme il est mandaté par l'entreprise, il peut y avoir de la part du collaborateur peut-être une certaine crainte à ce que son anonymat ou la confidentialité des échanges soit garantie. Alors là, comment la lever? C'est de la pédagogie aussi, c'est de l'explication. La communication, c'est de l'explication, c'est de la pédagogie, c'est de la répétition. Parfois, on a peur d'être redondant en entreprise quand on communique sur quelque chose ou quand on a des questions, on dit mais on a déjà communiqué là-dessus il y a 6 mois, mais c'était il y a 6 mois. Donc, il faut répéter. Et là, en l'occurrence, sur cette question de la peur ou du frein d'aller voir un psychologue du travail, je pense que ce qu'il faut répéter, le cœur du message, entre autres, mais vraiment pour répondre à Mathilde, le cœur du message, c'est la charte des psys, le secret professionnel auquel on est soumis, la confidentialité, l'anonymat qui n'est absolument jamais levé et jamais révélé, sauf à la demande du collaborateur qui pourrait demander au psychologue de faire une alerte, voilà, mais là on est dans autre chose. En revanche, sur toutes les discussions de tous les rendez-vous qui pourraient avoir lieu entre le collaborateur et le professionnel, je pense que le principal frein à lever, il est là quand c'est un psychologue du travail mandaté par une entreprise, il est sur cette confidentialité
et se créent des échanges qui pourraient être sur lequel on pourrait être un peu plus suspicieux quand on est un collaborateur. Donc, il faut le répéter, il faut faire de la pédagogie, il faut communiquer beaucoup sur cet aspect quand on est une entreprise. Après, c'est des craintes aussi personnelles d'aller voir un psychologue, de peut-être aborder des thèmes qui sont difficiles pour nous, d'avoir un peu peur de si je lève un peu le drap sur un sujet qui est difficile pour moi, voilà, est-ce que ça va pas être trop difficile ensuite à encaisser le travail de libération de ma parole, est-ce qu'il va pas être trop lourd? Enfin, tout ça, c'est des choses auxquelles prépare un psychologue aussi dans ses premières interventions avec le collaborateur ou avec la personne. C'est un travail auquel le psychologue il va expliquer tout ça au collaborateur et donc l'aider aussi à lever les freins. Mais bon, pour en arriver là, il faut effectivement que le collaborateur il passe son premier frein, d'aller le voir la première fois. Et donc ça, c'est à l'entreprise effectivement de faire preuve de pédagogie, d'explication pour lever ses freins. Je poursuis avec la question d'Alexandre. D'après vous, quel est le plus grand challenge qui attend les équipes RH dans les prochains mois? Alexandre, ça reboucle un peu la première question que m'avait posée Eugénie. En fait, selon moi, le principal challenge là dans les prochains mois, donc on est très court terme dans votre question, c'est cette hybridation, cette conjugaison entre le distanciel et le présentiel. Quand je dis ça, je suis pas du tout en train de vous apprendre quelque chose, j'en ai conscience. C'est un sujet que tout le monde a identifié comme étant à court terme la priorité. Mais moi, dans ce sujet, le tiroir que j'ouvre, c'est celui de la personnalisation et c'est celui d'accepter le fait que hybridation va se traduire. Pour moi, il va y avoir autant de travail hybride qu'il y a de collaborateurs si je le fais très, très schématique. Et donc, le premier travail des RH va être d'aborder comment en interne, on gère ça en termes de freins culturels, comme on l'a évoqué, de confiance, mais même aussi d'organisation tout court. Est-ce qu'on impose des jours? Est-ce qu'on impose des plages horaires où les collaborateurs sont sur site ou pas? Il y a des équipes qui essaient de le faire, il y a des équipes où ça marche bien, des équipes où ça marche pas bien. Donc, je pense que le principal défi dans ce gros sujet qui est l'hybridation du travail va être de comment je fais accepter le fait que hybridation égale individualisation. Pour moi, on rentre vraiment dans l'ère de l'individualisation. On a été dans l'ère du collectif dans les modes de travail, et là, on va être dans l'ère de l'individualisation, mais on y allait déjà avec l'expérience collaborateur, c'était déjà ça. Donc, dans l'individualisation, c'est-à-dire dans accepter le fait que le collaborateur utilise la flexibilité que lui permet l'hybridation pour l'adapter à ses propres usages et à ses propres besoins. Je ne sais pas si j'ai répondu à Alexandre. Ça m'a paru clair en tout cas. On prend une dernière question, celle de Gaëtan, qui nous demande donc les comportements de type attention portée à l'autre, bienveillance, coopération, soft skills deviennent des éléments importants du quotidien des salariés. Comment pouvons-nous en faire des KPIs de l'expérience collaborateur? Et est-ce le rôle de l'entreprise de regarder ces éléments? Alors, c'est un peu ce que j'allais dire parce que Gaëtan, je ne vais pas du tout être cynique avec vous, je vais être cynique en global avec la vie des entreprises. Je trouve ça étonnant qu'on dise maintenant, il faut que les salariés soient bienveillants. Il a toujours fallu que les collaborateurs et les managers soient bienveillants, enfin j'espère. Alors je sais plus, il y avait quoi, bienveillance, je vais prendre le chat, coopération, voilà. C'est pareil, la coopération. Alors effectivement, en travail hybride, la coopération, en fait, c'est pas qu'elle est plus nécessaire, elle a toujours été nécessaire pour un bon travail en équipe et le travail en collectif au sein d'une organisation. En revanche, effectivement, elle va être décisive. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas de coopération, ça va se voir maintenant. Parce que du fait d'être à distance, c'est un prérequis la coopération. Et voilà, passer la petite parenthèse cynique où je m'interroge un peu en ce moment sur les soft skills que on dit être essentiels pour la décennie actuelle. Enfin, il y a toujours
fallu que les équipes travaillent en bienveillance et en coopération au sein des entreprises. Passé ça, la question, elle portait plutôt, si je me sens plus sur le fond que la forme, sur les KPIs de l'expérience collaborateur et si c'était au rôle de l'entreprise de regarder ces éléments. Moi, je pense que c'est effectivement, alors le rôle de l'entreprise, c'est un des, comme c'est un prérequis pour le travail collectif et pour la bonne avancée du collectif vers le projet d'entreprise, hein, notamment la coopération, si je reste que sur cet exemple-là, c'est effectivement du rôle de l'entreprise que de s'assurer que c'est mis en œuvre. Et ça, pour ça, on peut très bien, alors on ne parle pas de KPIs, mais on peut parler d'objectifs. Moi, j'ai mis en place des entretiens annuels d'évaluation dans lesquels, mais il y a des années de ça, déjà, dans lesquels on évaluait des compétences comportementales. Et je pense que c'est fait dans de très nombreuses entreprises. Alors, on les appelle pas soft skills, encore une fois, mais attention, parce que soft skills, compétences comportementales, c'est la même chose. Donc, quand dans des entretiens annuels, on évaluait ou on évalue encore la capacité, le relationnel, la capacité de collaborer en transverse avec ses collaborateurs ou d'autres directions, ou quand on évaluait le leadership pour un manager, ou enfin je sais plus, j'ai plus en tête tout le type de compétences comportementales qu'on évalue dans un entretien annuel, en réalité, on est en train de jouer ce rôle sur lequel m'interroge Gaëtan, en tant qu'entreprise, on est en train de jouer ce rôle de développeur de ces soft skills-là, puisqu'on objective le collaborateur dessus. Donc voilà, après, il faut se méfier vraiment, je reviens un peu à mon introduction, il faut un peu se méfier du courant actuel sur les soft skills où tout à coup, on définit un certain nombre une liste de compétences comportementales, de soft skills, et on la calque, enfin on l'affiche en disant voilà ce qu'il faut aujourd'hui dans les entreprises comme soft skills. Les compétences comportementales, ça dépend d'un profil, d'un poste, d'une équipe, d'une direction, d'une organisation, comment est structurée l'entreprise, des valeurs de l'entreprise. On va certainement pas rechercher les mêmes dans tous ces étages de la fusée que je viens de lister. Donc, à chaque fois que je lis les 10 compétences nécessaires en entreprise pour les 10 prochaines années, ou voilà ce qu'il faut aujourd'hui dans toutes les entreprises de tout l'univers, vraiment, ça m'interroge parce que non, même au sein d'une même équipe, il y aura pas forcément besoin des mêmes compétences comportementales au recrutement ou en développement. Donc, juste attention à ça. Et pour revenir sur le sujet de l'hybridation, Étienne nous dit si une entreprise ne va pas dans ce sens-là, elle aura effectivement par extension des difficultés à attirer et recruter des candidats. Alors là, Étienne, je peux répondre à Étienne parce que Étienne, je suis complètement d'accord avec lui. Complètement d'accord avec vous, Étienne. Très clairement, les entreprises, là, ça va devenir un point d'attractivité en marque employeur, l'hybridation et le télétravail. Toutes les entreprises qui vont faire un peu de résistance et vouloir, comme je le disais au début, calquer l'organisation d'avant sur maintenant, revenir se dire bon, c'est bon, on n'est plus confiné, il n'y a plus besoin de télétravail, allez, tout le monde revient à la maison, on siffle la fin de la récré, comme je l'ai entendu dire par des DRH, on siffle la fin de la récré. Enfin, c'était pas la récré, le confinement. Moi, en tout cas, c'est pas mon idée de la récré. Mais voilà, donc toutes les entreprises qui vont être un peu dans cet état d'esprit-là, attention parce que les collaborateurs, forcément, on leur a donné à voir une liberté. Cette liberté, elle était dans cette flexibilité de s'adapter ou pas. Il y a peut-être des collaborateurs pour qui la liberté, c'est de choisir d'aller tous les jours au bureau. Il n'y a pas de débat, c'est très bien. Mais il y en a pour qui c'est de continuer d'y aller que 2 ou 3 jours par semaine parce que ça leur convient bien en rythme et ça leur convient mieux. Quand ils sont chez eux, ils sont plus focus, ils sont plus concentrés, ils ont l'impression de mieux avancer. Et tous les collaborateurs qui auront connu cette liberté-là, à qui on va dire maintenant c'est terminé, on siffle la fin de la récré, donc comme je l'ai dit, je mets des gros guillemets, ça vient pas de moi, ça, jamais je porterai ça. Tous ces collaborateurs-là, il n'y a rien qui va les empêcher de regarder ailleurs et de regarder les entreprises où, pour le coup, on n'a pas sifflé la fin de la récré et on continue de laisser aux salariés la possibilité d'adapter un mode de travail à leurs besoins. Et c'est complètement humain.
Donc, oui, Étienne, tout à fait, l'hybridation et la façon dont on va gérer ça va devenir un vrai levier d'attractivité ou pas. Pour finir, il ne nous reste plus que quelques minutes. La question d'Aubry, qui nous parle d'initiatives mises en place dans les entreprises de type garde d'enfants, conciergerie, et il demande quelle serait la limite à cette irruption de l'entreprise dans la vie personnelle. Alors, juste, est-ce que vous pouvez répéter, parce que après Aubry, ça, j'ai pas entendu. Alors, Aubry nous parle d'entreprises qui sont proactives dans la mise en place de mesures au service de leur personnel, comme de la garde d'enfants, des services de conciergerie. D'accord. Et il demande quelle est du coup la limite de cette interruption dans la vie personnelle. Ouais. Il n'y en a pas. En fait, la limite, c'est celle que va poser le collaborateur. Si vous mettez en place des dispositifs qui viennent répondre à des besoins de la vie personnelle du collaborateur et qu'il estime que ça va trop loin, bah, il va pas prendre votre dispositif. Après, si vous rendez obligatoire le truc, mais bon, on ne va pas rendre obligatoire une conciergerie ou une garde d'enfants, ça n'a pas de sens. Donc, il n'y en a pas, en fait. L'idée, c'est comment je fais pour répondre au collectif. Donc, le collectif, c'est une large diversité de besoins. Comment je fais pour répondre à cette diversité de besoins et qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai répondu à cette diversité, je sais pas, au plus, en mettant en place des dispositifs qui peut-être sont très sont des services personnels de la vie personnelle du collaborateur, bah, il y en a qui vont prendre et il y en a qui vont pas prendre parce qu'ils n'ont pas envie de mélanger. Mais l'entreprise, dans cette palette de choix qu'elle aura laissée aux collaborateurs, elle sera dans cette démarche de réenchanter, puisque c'est le titre de notre webinaire aujourd'hui, de réenchanter le quotidien des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc moi, j'ai tendance à dire, il n'y a pas de limite, en fait. La limite, c'est celle que vous fixera le collaborateur en prenant ou en prenant pas. Donc, pour ça, vous pouvez tester, faire des bêta-groupes, voilà, et voir comment prennent vos initiatives. Une chose est sûre, même si les collaborateurs prennent pas, en revanche, ce qu'ils prendront, c'est, en fait, ils vont le voir, les efforts que font l'entreprise. Ils vont constater que l'entreprise, elle lance des services qui peut-être prennent pas, mais qu'en tout cas, elle s'est inscrite dans une démarche pour lui faciliter son quotidien. Et rien que ça, même s'il n'achète pas le service, entre guillemets, même rien que ça va venir alimenter une perception qu'il aura de son entreprise qui est, elle cherche à faire des choses et à mettre en place des dispositifs pour m'aider. Rien que cette idée-là va venir alimenter l'expérience collaborateur. Et juste, Eugénie, si je peux, parce que mon œil s'est penché sur le chat et j'ai lu Étienne qui me disait, à vous entendre, il n'y a pas besoin de faire figurer les soft skills dans les annonces recrutement. C'est pas ce que j'ai dit, Étienne. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait adapter les soft skills, justement, par exemple, dans une annonce recrutement, adapter les soft skills nécessaires au poste. Et ensuite, une fois qu'on reçoit la personne en recrutement, peut-être à la personne. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire figurer une liste de soft skills qui serait la même pour tous les recrutements, à tous les étages de l'organisation, quel que soit le poste, quel que soit le profil recherché, quel que soit le domaine d'activité, etc. Peut-être que j'ai fait trop raccourci tout à l'heure et que je me suis mal expliqué. Très bien. Merci beaucoup, Séverine. Encore merci d'avoir partagé vos convictions, vos conseils. On était ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, pour rappel, donc Séverine est l'auteur du livre Le droit à l'erreur qui est paru en juin chez Duno. Vous pouvez aussi la retrouver sur Twitter, LinkedIn, sur son site pointdecontact.fr. Donc, merci à vous pour ce partage de convictions, de connaissances et cet échange très riche. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Workello, qui est donc une plateforme digitale qui permet au RH d'accompagner tous les moments clés des collaborateurs, retrouvez-nous sur notre site. Merci à tous les participants pour les questions, les interactions. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de la série de webinaires Out of the Box. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir à tous.